messieurs, bonjour. Bienvenue sur Parlons de livres. C'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Hervé Michel au sujet de son livre « Les fantômes de l'Artiglio ». Je vous rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous avons reçu monsieur Hervé Michel, ça fait un moment. Il va se représenter avant de parler de son nouveau polar. Voilà. Bonjour monsieur Hervé Michel. Bien, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Parlons de livres. Vraiment un plaisir. Ça, qu'est-ce qu'on se délecte de vos thrillers. Vraiment, on se délecte. Ben, avant ça, je vous laisse vous présenter rapidement aux auditeurs. Oui, ben écoutez, je suis auteur alors j'écris des romans policiers, j'écris des thrillers, enfin comme vous dites des thrillers. Et je suis également criminologue, donc j'étudie un petit peu tout ce qui est crime, tout ce qui est un petit peu noir dans la nature humaine, toute la noirceur de la nature humaine. Et puis voilà, donc je passe mon temps à écrire. En fait, je suis professionnel, je suis écrivain à plein temps, on va dire. Voilà. Voilà, passionné par les sujets, je suis passionné par le mystère, par tout ce qui est mystérieux, par tout ce qui est étrange. Écoutez, merci parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Franchement, c'est toujours un plaisir de se replonger dans vos thrillers. J'ai pas besoin de l'écran télé, hein. Je vous assure, j'ai vraiment pas besoin de l'écran télé parce que, oh là là, mais qu'est-ce que on arrive à habiter vos récits. Ils sont tellement bien faits. Des récits, des thrillers toujours bien concoctés, des énigmes, des intrigues toujours bien concoctées. Alors, le nouveau titre là qui revient, parce que je rappelle aux auditeurs, on avait eu la malédiction égyptienne, voilà, déjà, et là, on plonge dans les fantômes de l'Artiglio. Maintenant, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs? Comment vous leur présentez ce nouveau thriller? Écoutez, c'est un livre en fait qui évolue entre deux mondes. Alors sans spolier évidemment, le héros est un auteur de roman, un auteur de guide de voyage qui se retrouve aux prises avec, qui doit enquêter sur le naufrage d'un navire qui a eu lieu 130 ans plus tôt. La seule chose, c'est que cet homme est schizophrène. Et donc, il enquête entre deux mondes parce que les schizophrènes voient des choses et entendent des choses que nous, on ne voit pas et on n'entend pas. Donc, il ne sait jamais s'il est dans la réalité ou s'il est dans ses cauchemars. Et donc, c'est très compliqué pour lui parce qu'il doit mener à bien une mission, mais il ne sait jamais si en face de lui, il a des personnages réels ou s'il a des hallucinations. C'est très compliqué pour lui. Et pour son entourage aussi, bien sûr. Donc voilà, il doit mener cette investigation. Pour expliquer, il bénéficie depuis très longtemps d'un traitement miracle parce que son oncle est un milliardaire et il bénéficie d'un mystérieux traitement miracle qui un jour cesse de faire effet. Donc jusque-là, il avait une vie tout à fait normale et il n'avait absolument pas d'hallucination. Et à partir du jour où le médicament cesse de faire effet après une expérience mystique en Afrique, eh bien, il se retrouve confronté à ces fantômes d'un naufrage qui a eu lieu 130 ans plus tôt et il ne comprend pas ce qu'ils lui veulent. Et au fur et à mesure de l'enquête, il va s'apercevoir qu'en fait, il a un lien très fort avec le navire Artiglio qui a coulé au large des côtes de Madagascar, à l'endroit exact où ses parents ont disparu une centaine d'années plus tard. Voilà. Plutôt, c'est ça. Alors, déjà, le nom Artiglio, d'où vous est venu le nom? Alors, l'Artiglio, c'est un... Si vous voulez, moi, je fais une veille régulière, c'est-à-dire que je suis toujours à la recherche d'articles, à la recherche de sujets, et donc je suis très porté, très intéressé par les sujets de la mer. Je suis instructeur de plongée quand le temps me le permet. Et l'Artiglio, en fait, fait partie d'une recherche que j'avais faite. C'est un navire qui a vraiment existé. Alors pas à cette époque-là, l'Artiglio, c'était un navire qui avait été racheté, c'était un vapeur qui avait été racheté dans les années 20-30 par une société de chasseurs de trésors et qui repêchait des épaves, en fait, pour récupérer des trésors. Et il a fini de façon assez bizarre parce que les plongeurs à cette époque-là, dans les années 30, pour récupérer les épaves, les dynamitaient,
donc en profondeur, il est dynamité, puis ils récupéraient les morceaux, ils ouvraient les tôles, et un jour ils ont récupéré une épave, ils ont eu la mauvaise idée de la faire sauter, sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle contenait 50 ou 60 tonnes d'explosifs. Déjà, donc au moment où ils ont fait sauter pour ouvrir une brèche, eh bien, les 60 tonnes d'explosifs qui étaient dans la cale ont explosé, ça a englouti leur navire, et l'Artiglio est parti au fond en quelques secondes avec tout son équipage. Je crois qu'il y a eu deux survivants. Voilà, donc l'idée de l'Artiglio est partie de là. Et si vous voulez, l'idée du livre, elle n'est pas partie tout à fait de là. Je faisais donc toujours des recherches et je me suis penché sur la notion les femmes et les enfants d'abord. Ça m'interpellait, ça, vous savez. Bon, on dit que quand il y a un naufrage, ce sont les femmes et les enfants d'abord. Oui. Bon, j'ai découvert que c'était complètement faux, c'est jamais arrivé en fait, sauf dans deux naufrages, donc le Titanic et un autre navire dont j'ai oublié le nom. C'est les deux seules fois où on a fait passer les femmes et les enfants d'abord. Oui. Et dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Wow. Et c'est ce qui m'a amené en mélangeant ces deux histoires, à faire l'histoire de l'Artiglio, où le commandant avait abandonné ses passagers et qui veulent se venger une centaine d'années plus tard. Et pourquoi on va lire le livre. Waouh! Écoutez, moi, j'apprends aussi par vous, parce que moi, pour moi, c'est ce qu'on entend un peu partout, c'est les femmes et les enfants d'abord. Oui. Et je pensais que c'était ça devrait se passer comme ça, mais c'est pas comme ça. Ah, oh là là! Ah oui! Vous savez, quand la vie est en danger, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus, et en fait ce sont toujours les plus forts et les plus costauds qui passent devant, il ne faut pas rêver. Sauf dans le cas du Titanic où le capitaine a tiré sur les gens qui montaient dans les bateaux pour les empêcher de prendre la place des femmes et des enfants. Oui, exact. Ah là là, c'est dire. Alors, cet Artiglio, vous dites effectivement à un moment dans le récit, en page 269 par rapport au bateau, l'Artiglio, 114 années sous l'eau et que la coque était intacte. Est-ce qu'en réalité c'est possible? Parce que vous dites la coque semblait étonnamment bien conservée après 114 années passées sous l'eau. Ce phénomène était sans doute dû au fait que le fond était particulièrement vaseux à cet endroit. Et que voilà, le navire s'était probablement enfoncé très vite dans le sol, ce qui l'avait enveloppé d'une gangue étanche et l'avait protégé de l'agression du milieu marin. Est-ce possible en général ou c'est juste dans le cas du roman? Non, c'est le seul cas où effectivement un navire pourrait être conservé aussi longtemps, sinon c'est quasiment impossible. Quand on trouve une épave, moi j'en ai trouvé pas mal, j'ai fait des recherches, je travaille avec des chasseurs d'épaves aussi, et non, au bout de 50 ans, les coques sont complètement disloquées, sauf effectivement dans les eaux très froides, dans les eaux douces, et quand le navire en fait s'envase très rapidement. Donc là, il peut être protégé, effectivement, c'est possible. Et il peut ressortir au moment d'une tempête, c'est possible aussi. Mais c'est très, très, très rare. C'est exceptionnel. Oui, là, c'était pour le roman. Oui, j'ai lu ça, je sais. Et puis je sais que vous êtes effectivement spécialiste, la plongée, à dénicher les anciens bateaux. Ça a attiré mon attention. Écoutez, le récit est vraiment, alors Richard, un schizophrène. On se demande en général, un schizophrène peut vraiment avoir une vie normale. Parce que quand on voit Richard, bon, il essaie, effectivement, il écrit, il a voyagé, il est allé en Afrique. À un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on a bien pu lui donner à boire? Richard, qui le fait, vous savez, en Afrique, je prends le cas du Gabon, il y a une plante qu'on appelle l'iboga. Parce que en lisant ça, j'ai un petit peu pensé à ça en disant, est-ce que vous connaissez la plante qu'on appelle l'iboga? J'en ai entendu parler, oui. Voilà, parce que ça peut avoir un effet. En général, on dit que c'est une plante hallucinogène. Elle est aussi médicinale. C'est une plante médicinale. Les gens prennent cette plante pour... il paraît, je ne sais pas, je ne l'ai jamais prise. Quand ils veulent aller, c'est une sorte de voyage qu'ils font.
avoir certaines réponses à des questions existentielles par rapport à leur propre vie, par rapport... Voilà, est-ce que... Alors, en lisant le cas de Richard, cette plante, on lui a fait boire, vous dites, une potion. On ne sait pas exactement ce qu'il a pris, hein. Mais il avait une vie normale jusque-là parce qu'il avait ce médicament étrange qui a un rôle à jouer en fait dans l'histoire. Mais dans la réalité, parce que j'ai étudié, j'ai rencontré des schizophrènes, j'ai rencontré des médecins pour ça. Dans la réalité, il ne pourrait pas faire ce que fait Richard dans le livre. C'est très peu probable. Très peu probable. Ouais. Parce que vraiment, j'ai découvert que leur monde était réel pour eux. C'est-à-dire qu'ils voient vraiment des choses. C'est leur cerveau qui fabrique des images, comme le nôtre d'ailleurs. Si vous regardez par les yeux d'un animal, par exemple d'un serpent ou d'un autre animal, ben, le monde n'est pas le même que celui que nous on voit. Alors, qui a raison? Voilà. Bon, sauf qu'on sait que les schizophrènes, évidemment, c'est parce qu'il y a un dérèglement quelque part. Voilà. Mais les choses qu'ils voient sont réelles pour eux. Les choses qu'ils entendent sont réelles. C'est ça le danger d'ailleurs. Après, on peut débattre, est-ce que nous, on voit la réalité ou pas? On sait que les couleurs qu'on voit sont juste une frange de couleurs dans le spectre des couleurs. Hein. Les serpents, on voit autre chose, les chats et les chiens voient d'une autre manière. Voilà, le monde, c'est pas forcément ce qu'on voit nous. Ce qu'on voit, c'est vrai, exact. Parce que c'est ça, vous parlez, les hallucinations schizophréniques qu'il a. Quand on voit effectivement l'hallucination schizophrénique, c'est quoi? C'est perte de contact avec la réalité. Hein? Alors, un hypnothérapeute, en fait, il est quoi? Il est psychiatre? Il fait quoi? Alors, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais ici, l'hypnothérapeute, c'est un praticien à part entière, c'est-à-dire, c'est sa spécialité, il hypnotise les gens. Il n'a pas un diplôme médical, enfin ici en tout cas, hein, je parle en France. Hein. Il n'a pas un diplôme médical, il a un diplôme d'hypnothérapeute. C'est une formation relativement courte qui permet donc de traiter certaines pathologies. Mais alors, ce sont des pathologies légères, hein. Ce sont des pathologies liées au stress. C'est bien déjà, liées au tabac, vous voyez, des choses qui dépendent en fait de la volonté du patient. Qui sont exacerbés par l'hypnothérapeute, par certaines techniques. Donc voilà, c'est un praticien, mais c'est pas un médecin, il n'a pas un diplôme. Alors, un psychiatre peut être hypnothérapeute, hein, mais l'hypnothérapeute n'a pas forcément un diplôme de psychiatrie ou de psychologie. C'est un praticien à part entière, comme un kiné, comme un masseur, comme un... Voilà. Ah d'accord. Ah là là. Ben écoutez, c'est super, c'est vraiment super parce que les intrigues qu'il y a là-dedans, Richard, Lucie, Cécile, tous ces personnages aussi attachants les uns que les autres, mais vraiment ont des rôles. Vous arrivez tellement, je revois la malédiction égyptienne, c'est que vos récits, vous arrivez tellement à, vous savez, agrémenter toutes ces intrigues. En même temps, on est curieux, on veut savoir. Vous posez un petit indice par là, on part et puis à la fin, on est toujours à... parce que tellement le polar est bien fait, c'est toujours de merveilleux polars. Franchement, maintenant, le personnage de Cécile. On laisse les auditeurs découvrir Richard, dans tout ce qu'il fait. Richard, son oncle, Lucie, sa compagne. On va laisser les auditeurs découvrir, voilà, ce qu'ils font. Mais je veux parler de Cécile. Cécile, quel personnage très intriguant. Parce que pour vous dire, même à la fin, je n'ai pas bien compris où la situer. Dans le réel ou dans l'irréel? Oui, mais si vous voulez, j'ai laissé planer le doute volontairement. Ouais. Parce que c'est avec elle en fait que les deux mondes se rejoignent. C'est par elle que les deux mondes se rejoignent. Réel, pas réel. Après, chacun va interpréter. Exact. C'est ça. Mais vraiment, quel personnage, quel beau... Oui, c'est un de mes préférés. Cécile, c'est un de mes personnages préférés. Oui.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Idem. Parce qu'elle évoluait aussi entre les deux mondes, mais on ne le savait pas. Oui, on ne savait pas, c'est ça. On savait. C'est ça. Comme vous dites, de toute façon, on en parle, c'est chaque lecteur en fait qui verra par rapport à sa sensibilité, par rapport à son ressenti, sa compréhension, saura où situer Cécile. Cécile, c'est vraiment le personnage qui appartient à chacun. Les autres personnages sont bien posés, on sait qui ils sont. Pour Cécile, on sait ça. Mais c'était volontaire, j'ai volontairement laissé planer le doute. Mais j'ai laissé planer le doute parce que moi-même, je doutais. C'est-à-dire, jusqu'à la fin, je ne savais pas. Parce que quand j'écris, je ne fais pas de plan. Je travaille beaucoup sur les personnages. Je développe mes personnages. Après, je les mets dans une situation. Et puis, je les laisse se débrouiller. Et arrive ce qu'il arrive. Mais après, ça ne dépend plus vraiment de moi, en fait. Ça dépend d'eux. J'ai très peu d'influence, en fait, sur l'histoire. C'est moi qui l'écris, bien entendu, mais vraiment, ce sont les personnages qui jouent. Et vous savez, quand je peux pas écrire pendant une journée, ce qui arrive très rarement, si je dois me déplacer, je dois aller voir quelqu'un, et je suis en train de... Je pense que j'ai laissé mes personnages en plan, ils sont immobiles et ils attendent. Ils attendent que je revienne pour continuer à vivre, en fait. C'est un petit peu de schizophrénie aussi, peut-être. Ah oui. Ah ouais, je comprends, je vois ce que vous voulez dire en fait. Oui, c'est ça, finalement, c'est eux qui vous entraînent dans leur direction. Tout à fait, parce que des fois, ils font des choses que je ne veux pas. Des fois, ils font des choses contre ma volonté. Je prévois au départ, parce que je ne fais pas de plan, mais j'ai une petite idée de ce qui va se passer quand même, sinon il faut que je parte sur une idée. Et bien, des fois, au bout de 3 pages, le personnage fait complètement autre chose. C'était un gentil au départ, il devient un méchant. Ils sont complètement incontrôlables. Oui. J'imagine ça, je l'ai entendu déjà, ça. Je l'ai entendu déjà, effectivement. Mais écoutez, vraiment, on se régale, on se délecte de vos... Et puis les expressions, on en découvre. Alors, j'ai découvert un mot. Là, chez vous, vous avez parlé de la malgatorémaphobie. La malgatorémaphobie. Je suis incapable de vous le répéter comme ça. Je l'ai bien écrit, la malgatorémaphobie. Vous savez quoi? Alors, j'ai pris mon téléphone, Google, je rentre la malgatorémaphobie. Je tombe sur Hervé Michel, les fantômes de l'Artiglio. Je vous assure. Je dis, oh là là, ah oui. Mais ça vous revient parce que je n'ai pas trouvé le mot. Je vous assure, je rentre dans Google, la malgatorémaphobie. Ah bon? Et je tombe sur Hervé Michel. Oui, je n'ai pas trouvé le mot. On me met Hervé Michel, les fantômes de l'Artiglio. J'étais pliée. C'est avec le gardien de musée, ça. Oui, c'est ça. J'ai dit, bon, c'est pas grave. C'était un trait d'humour, c'était juste un trait d'humour. J'avais envie de... À un moment, j'étais joyeux et je me suis dit, je vais sortir un truc qui est complètement improbable. Alors, je me suis contentée, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, l'explication est donnée dans le livre. La malgatorémaphobie, c'est la peur de voir les statues prendre vie. Je me suis contentée de ça. Improbable. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que c'est un gardien de musée qui a cette phobie. C'est ça, je me suis dit, ouais, c'est marrant. Ça fait partie du récit, ça. Je me suis dit, ouais, avoir la malgatorémaphobie et travailler dans un musée, quand même. C'est un truc de fou. Oui, il n'y a que monsieur Hervé Michel pour nous le dire. Je me suis dit, ah là là, c'est super. Il y a une expression que j'ai aimée à la page 109. Vous dites, vous décrivez quelqu'un, 1m90, des épaules de culturiste, une mâchoire carrée, des cheveux blonds coupés en brosse et des yeux d'un bleu aussi profond qu'une pensée d'Aristote. J'ai trouvé ça. Oui, alors ce personnage-là, il existe. Hein. Oui, il existe vraiment. C'est un flic, c'est un policier que je connais, avec qui je fais des échanges. Et c'est vraiment un culturiste. Alors, il n'est pas capitaine, je crois qu'il est lieutenant, mais enfin bon, peu importe. Mais il existe vraiment, et puis c'est un culturiste. Et alors, la pensée d'Aristote, c'est parce qu'en fait, il n'a pas de... C'est un contrefait, en fait. Honnêtement, il pense pas comme Aristote. Il n'a pas des pensées aussi profondes.
Mais ses yeux sont très bleus par contre. Ah ouais, voilà. Je vois, dans ma tête, j'essaie de me représenter la personne. Bon, alors, le diamant bleu. Ah, Le diamant bleu. Ah oui. Ah ça, j'ai vu un petit peu le fameux diamant bleu de la Toison d'Or. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une de mes histoires préférées, cette histoire de diamant bleu, parce qu'il a disparu au moment un petit peu après la Révolution. On pense l'avoir retrouvé, on n'est pas sûr parce qu'il a été retaillé. C'est un grand mystère historique, ça. C'est un des mystères que j'affectionne le plus. J'ai fait déjà plusieurs articles là-dessus. Je l'ai placé dans plusieurs histoires parce qu'il est tellement intriguant, ce diamant bleu. Alors, on est aujourd'hui quasiment certain de l'avoir retrouvé. Alors, c'est un diamant qui était inclus dans la Toison d'Or, portée par les rois de France, qui a disparu au moment de la Révolution. Enfin, c'est pas mystérieux, en fait, il y a eu un cambriolage, et puis il a été volé, tout simplement. Par contre, après, on a perdu sa trace pendant des dizaines et des dizaines d'années. Tout le monde a cru le voir à un certain endroit, dans une parure, tout le monde a cru le reconnaître à un moment ou à un autre. Et on avait un moule, en fait, on avait un moulage du diamant. Et c'est à partir de là qu'un historien, alors je ne me souviens plus exactement de son nom, a réussi à retrouver le diamant parce qu'on pensait que c'était un diamant et par rapport au moulage. Mais ça ne correspondait pas exactement. Donc on avait dit non, c'est pas celui-là. Et puis on s'est aperçu que le moulage avait été mal fait. Donc on l'a retrouvé, mais on n'est pas sûr. C'est une histoire très mystérieuse, ce diamant. Et alors, certains l'ont vu dans des parures, d'autres dans des musées. Et puis finalement, on n'est pas sûr. Et puis on ne sait pas si c'est celui de Hope, parce qu'il y a Hope qui avait fait, après un autre banquier aussi qui l'a revendu, du coup on ne sait pas. Je ne crois pas que ce soit le même, parce que le diamant Hope aussi, pareil, j'ai étudié l'histoire. Je pense pas que ce soit le même en fait. Mais bon, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. De toute façon, les carats ont changé, c'est passé de 115 carats, après c'était 45 carats. Voilà. Il a été très retaillé, et c'est dommage quoi. Oui. À un moment, vous parlez de la pilule de l'oubli. La pilule de l'oubli par rapport aux schizophrènes, par rapport à... Oui, ça existe. À Richard. Oui, alors j'ai fait une petite recherche. Apparemment, c'est un médecin canadien qui a introduit cette pilule de l'oubli. C'est ça, oui. Mais alors, il y a eu des essais, des tests, mais d'une manière éthique, c'est pas très net, quoi. En fait, il y a eu des expériences qui ont été faites. Enfin, à ce que j'en sais, après, j'ai pas fouillé vraiment beaucoup là-dessus, mais je sais qu'il y a des expériences qui ont été faites, sauf que d'une manière éthique, c'est pas vraiment très correct parce que oublier, c'est bien quand on oublie un traumatisme, mais comment est-ce qu'on règle le souvenir qu'on oublie et puis pas les autres, et ça peut être sujet à caution. Mais effectivement, cette pilule de l'oubli, elle a été testée. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, actuellement, là, je ne sais pas du tout. Mais à l'époque du livre, ça avait été testé. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai pris comme renseignement. On dit, en fait, ça permet... L'idée est de tourner la page et non de faire oublier aux personnes ce qu'ils ont vécu. C'est, voilà. Il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu pas mal de polémiques, mais comme tout, chaque fois qu'il y a un nouveau médicament, il y a une polémique. Et c'est un peu normal, c'est un peu sain d'ailleurs, que les gens se posent des questions. Et là, je ne sais pas du tout où ça en est, mais la pilule de l'oubli, ça existe en fait. Vraiment. C'est ça, c'est exact. Ah là là, écoutez, c'est... Le récit, alors on commence là-dedans, Richard, son oncle, Lucie, il est toujours entre les deux mondes. Dès qu'il commence, il est en train de travailler ou il fait quelque chose et hop, il est plongé dans l'autre monde. Mais on ne s'y perd pas, parce que c'est tellement bien écrit que voilà... Nous, dans le réel, on sait quand il sort de l'autre monde ou quand il revient. Il n'y a aucune confusion. Pour ça... On a un regard extérieur, donc... Oui, aucune confusion. C'est un très 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 beau récit. Vraiment, mesdames et messieurs, il faut le découvrir. Donc, allez donc voir Richard, ce personnage schizophrène qui, de temps en temps... en fait, c'est parce qu'il est traumatisé par le décès de ses parents...
tout ça, vous parlez de l'artiglio. À un moment, vous parlez du Magic Pearl. Oui, oui. Non, non, en fait, ce bateau-là, c'est le bateau des parents de Richard qui était archéologue. Et en fait, sa mère était archéologue sous-marine. Et son père était... Enfin, il faisait des recherches aussi. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, c'était le bateau sur lequel, en fait, ils ont disparu. Et c'est de là que vient le traumatisme de Richard, qu'on a retrouvé un jour en pleine mer, sans savoir ce qu'était devenu le bateau de ses parents, ni ce qui s'était passé à bord. Ils ont disparu mystérieusement, pas très loin de l'endroit où avait coulé l'Artiglio. Est-ce qu'ils ont été entraînés par les fantômes de l'Artiglio ou pas? Ouais, ça vraiment, du coup, on ne sait pas. Vous savez, ça m'a fait poser une question aux membres de l'équipe en leur disant, qui croit à la réincarnation? Vous savez, vous voyez pourquoi je pose la question. C'est la question que j'ai posée aux membres de l'équipe. Qui croit là? Beaucoup, bon, c'est mitigé, comme c'est ce qui est normal, vous savez, c'est chacun. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Bien sûr. À la réincarnation. Tout à fait, tout à fait. On n'a pas de réponse. Mais au moins, le livre permet effectivement de poser ce genre de questions. Voilà, mais attention, c'est vraiment un livre spectacle, hein. C'est pas un livre qui a un message à transmettre, c'est vraiment du thriller, du spectacle. Hein. Voilà. Vraiment, ce que je veux, c'est que les gens prennent du plaisir à lire. C'est que voilà, les gens déconnectent à un moment de la réalité pour se retrouver dans un monde un peu fantastique. Hein. J'aime bien parler du mystère, de l'étrange, alors que j'ai un regard un peu particulier là-dessus, mais... Voilà, je suis très cartésien moi en fait. D'accord, d'accord. Mais non, c'est à l'appréciation de chaque lecteur. Comme vous dites, c'est une belle enquête policière, un brillant polar, voilà, scientifique. Prenons-le comme on veut. Hein. On découvre, on ne s'ennuie pas du tout, on ne s'ennuie vraiment pas parce que c'est tellement bien relié. Voilà. Monsieur Michel commence ce récit, on part là-dedans, on se laisse entraîner, on tombe, le premier mystère, on est là, on part, il y a un autre mystère derrière, on veut savoir ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se trime derrière, on veut savoir qu'est-ce qui se trame derrière, et on va de rebondissement en rebondissement. C'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est magnifique dans ce récit. Voilà, lisez-le. Vous passez un agréable moment, on regarde un film, voilà. Dans sa tête, carrément, on n'a même pas besoin de l'écran télé, on se laisse entraîner là-dedans. Suspense, il y a des indices subtils qui sont, voilà, les énigmes sont bien entretenues jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et quand on arrive, on se dit, oulala. Mais vraiment, votre plume est... Vous avez une magnifique plume. Vous avez ce pouvoir de savoir tenir votre lecteur en haleine, vous savez. Voilà. On attend les rebondissements, on voit les mystères qui sont là, les énigmes, on veut savoir, on veut. C'est un très beau jeu auquel le lecteur se prête à volonté et avec plaisir. Je suis sans voix devant vos éloges. Les personnes qui ont déjà lu ou qui liront, comme moi, en tant que lecteur, ben c'est le plaisir que l'on ressent. Et c'est ce que le lecteur recherche, passer un agréable moment. Vous voyez, on sort de la réalité, on rentre là-dedans, dans cette fiction, et puis on la vit. On la vit avec toutes les émotions que ça apporte. Hein? Mais écoutez, c'est dans ce but-là que je l'ai écrit. Ouais. Donc c'est bien. But réussi. Le but est atteint. Ouais. Oui, vraiment le but est atteint. But bien réussi. Alors, à fois, le château de Gaston Phébus, là je n'ai pas cherché, il existe. Tout à fait. À fois, oui. Oui, si vous voulez, toute l'ossature de mes romans est authentique. Moi j'aime bien travailler dans l'authentique, j'aime bien en fait faire de la fiction mais dans une ossature authentique. J'écris aussi des romans historiques, vous le savez. Tous les lieux, une partie des personnages,
les faits sont généralement authentiques. C'est-à-dire, quand je parle de quelque chose, c'est que c'est une chose que je connais, sauf si je décide d'inventer un nouveau concept. Mais l'ossature, en général, est toujours travaillée sur mes romans. Il y a toujours beaucoup de recherches. C'est-à-dire, avant d'écrire un roman, je fais en général, j'écris très vite. Hein. Un roman, je peux l'écrire en 3 ou 4 mois. Mais par contre, j'ai fait entre 5 et 6 mois de recherche avant. C'est-à-dire que j'ai une somme, bon maintenant avec l'informatique c'est beaucoup plus pratique, mais j'ai quand même une somme importante de documents. Je travaille avec des logiciels qui me permettent de compiler des documents et de les avoir sous la main dès que j'en ai besoin. Et j'aime bien travailler dans l'authentique, mais de produire de la fiction. Dans l'authentique. C'est un peu paradoxal, mais... Non, mais justement, c'est super parce que le château de Foix, voilà un admirable monument à visiter. C'est super, au moins comme ça, ils sont bien informés. Et la couverture est magnifique, hein, vraiment magnifique. Alors là, en direct, je vois derrière vous, est-ce le bateau que l'on aperçoit derrière vous? Très beau. Non, pas du tout. Ça, c'est le Bénin, c'est un navire école de la marine nationale, si je me souviens bien. D'accord. Non, c'est pas du tout. C'est magnifique. L'Artiglio, c'était un navire à vapeur, hein, c'était pas un navire à voile. Mesdames et messieurs, il est vraiment à découvrir les fantômes de l'Artiglio. Voilà. Monsieur Hervé Michel nous a donc éclairé sur le fond, le fond du récit. Voilà, il se sert de quelques éléments véridiques, comme le diamant bleu, le château de Foix, à Foix qui a visité, un très beau monument, mais la fiction qu'il y a derrière est vraiment à lire. Alors, mesdames et messieurs, je vous conseille vraiment, il est à lire, Les fantômes de l'Artiglio de Monsieur Hervé Michel. Vraiment, lisez-le. Vous souhaitez passer un agréable moment, nous évader un petit peu, c'est aussi ça le but des livres, des fictions. On s'évade, on voyage, c'est vraiment super. Et si vous aimez les enquêtes policières, moi j'aime les enquêtes policières. Franchement, j'aime tout ce qui est intrigue, énigme. Parce que dès le début, je commence la lecture et je me dis, je veux savoir qui fait quoi et qui est le responsable et qui est qui. Alors, je suis là en lisant, voilà, en faisant mes petites devinettes en même temps. Je fais en même temps l'enquête et franchement, on n'est pas déçu. Qu'on trouve le bon au début, qu'on ne trouve pas le bon à la fin, on est content d'avoir la solution. Monsieur Hervé Michel, un grand merci à vous. Un grand merci à vous pour ce beau récit. Et pour ce moment agréable que vous nous faites passer, hein, ces magnifiques intrigues, ces brillants polars que vous arrivez toujours à nous concocter. Vraiment, merci. Merci pour ça. Merci à vous de l'avoir aimé, parce que ça, c'est le plus beau compliment, en fait, quand un lecteur aime ce qu'on a écrit. On sait qu'on n'a pas travaillé pour rien pendant des mois, quoi, donc voilà. Même s'il n'y a qu'un seul lecteur qui aime, c'est gagné. J'espère qu'il y en aura plusieurs quand même. Mais... Il y en aura plusieurs, ne vous inquiétez pas. Parce que, franchement, c'est un récit qui fait jubiler. Pendant que vous lisez, vous jubilez parce que vous attendez en effet à des révélations croustillantes. Vous savez, vous nous mettez en haleine, on s'attend à des révélations croustillantes, donc on jubile pendant qu'on est en train de le lire. C'est l'impression que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment l'impression que ça donne. Et puis, c'est pas étonnant, quand on regarde après, on voit quand même que vous êtes un criminologue, donc vous savez comment mener les enquêtes. Oui. Voilà, c'est vraiment super. Merci. Je connais bien les criminels, hélas. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous avez de quoi faire. On se transforme en enquêteur aussi quelque part, hein? En regardant qui fait quoi, qui est le coupable, qui a fait ci, où est-ce qu'on va, c'est super. Comme je dis, on jubile en lisant ce récit. Un grand merci à vous, monsieur Hervé Michel. Merci à vous. Merci. On s'est dit donc à très bientôt. Mais avant de finir, j'ai oublié, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure votre livre, votre polar? Il est distribué dans le circuit des libraires en France, évidemment. Dans les librairies, Fnac, Cultura, Amazon. Il est distribué partout, en fait. Voilà. Oui, il a vraiment une diffusion nationale. Ben, super, super. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez où vous le procurez. Merci, monsieur Hervé Michel. À très bientôt.
À très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, donc grâce à Monsieur Hervé Michel, nous avons donc l'occasion de vivre des enquêtes policières en direct. On se met même dans la peau d'un enquêteur. Et c'est tout simplement, comme je dis, on jubile. Moi je jubile quand je lis ce genre de récit. Donc lisez-le, vous allez découvrir cette enquête. Il a parlé de Richard, le protagoniste principal qui est atteint d'hallucinations schizophréniques. Et puis voilà, il est entre le normal, dans le réel, il est entre le réel et l'irréel. Voilà, découvrir ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'il voit comme image, qu'est-ce que ça implique comme image, voilà. Et puis allez voir, sachant que quand on est dans un état de schizophrénie, on est plus ou moins dépendant de certaines personnes. Et si on a des personnes de mauvaise foi qui peuvent profiter de votre état, et puis voilà. Donc découvrez, c'est vraiment un très beau récit. Il y a le mystère, l'intrigue, les rebondissements, le suspense, voilà, les énigmes, le suspense est bien entretenu du début à la fin. Allez-y, découvrez-le. Les fantômes de l'Artiglio. Et puis maintenant, vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, encouragez-nous, abonnez-vous, subscribe, mettez le pouce, commentez et partagez. Je vous remercie, on se dit à très bientôt.